Ier. Alors, au XVIe siècle, 3 hommes ont vu leur destin se mêler, se croiser, s'emmêler, s'entrecroiser et, je dirais, surtout, s'entrechoquer. Ces 3 personnages ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire. Le premier, Henri VIII, est sûrement le plus mal aimé, le plus mal compris. Charles Quint, lui, est le plus puissant, de manière incontestable. Et puis, il y a François Ier, roi de France, et là, bien sûr, c'est le plus glorieux, le plus fastueux. En effet, dans la mémoire nationale, lorsque l'on évoque le nom de François Ier, on pense évidemment à Marignan. François, c'est le roi chevalier, c'est ce roi qui aime les jeux de plein air, il aime la chasse, il aime la bonne chère, il aime les femmes, surtout les femmes. Il est poète à ses heures, mais il est aussi connu comme le grand protecteur des arts, le mécène. Donc, nous verrons un petit peu le parcours de cet homme qui, à l'origine, n'était pas destiné à devenir roi. Nous verrons que durant ces 32 ans de règne, de 1515 à 1547, il tentera de réaliser ses rêves de gloire. Il aura beaucoup de désillusions. Il devra affronter bon nombre de réalités. Donc, c'est ce que je vous propose de voir ensemble ce soir. Alors, nous verrons, nous nous poserons la question, comment de Monsieur François est-on passé au grand roi François ? François, qui va avoir une éducation particulièrement soignée. Nous parlerons de jeunesse éclairée. Comme je vous le disais, François n'était pas destiné à devenir roi. C'est un petit peu par hasard, on dira, par un concours de circonstances. Des rêves, des réalités qui vont marquer ces 32 ans de règne. Le temps des rêves, il y en aura 2 essentiellement, il y en aura bien d'autres, mais 2 essentiellement. Le rêve italien et le rêve impérial. Le temps des réalités, malheureusement. Toujours ce fameux rêve italien qui se transforme en guêpier. Il faut faire face aussi aux difficultés intérieures et puis les problèmes religieux qui sont sous-jacents et qui, en 1547, à la mort de François Ier, annoncent déjà les guerres de religion. Néanmoins, n'enlevons pas à François ce que nous lui devons. François, c'est un homme, avec un grand H, de la Renaissance. Il fut un roi bâtisseur, nous le verrons, un roi curieux et attentif aux choses de l'esprit, mais aussi aux lois. Pas moins de 32 000 articles, lois, ordonnances pendant son règne. 32 000, c'est énorme. Nous en verrons quelques-uns, quelques-unes. Et puis, il va renouveler un concept, celui de la cour. Il va développer la cour, ce que l'on reprochera plus tard à Louis XIV. La fin du règne, eh bien, nous verrons la mort du grand roi François. Comment est-il mort ? Et ensuite, nous essaierons de tirer le bilan de ces 32 ans de règne. Alors, tout d'abord, de M. François au grand roi François. François est donc né le 12 septembre 1494 au château de Cognac. Là, vous en avez simplement une partie. Aujourd'hui, ce château est agrandi et c'est une distillerie. C'est une distillerie qui appartient à la marque Otard, le cognac Otard. Donc François, il naît donc comte d'Angoulême, il est de la dynastie des Valois et il aurait pu, comme son grand-père, comme son père, être un noble de province, avoir certes une cour brillante, aller à la chasse et, en tout cas, ne pas avoir de prétention sur le trône. Surtout pas. Loin était cette question. On peut passer. Alors, qui sont les parents de François ? Eh bien, le père de François, c'est Charles de Valois, comte d'Angoulême. C'est un homme affable, bon vivant, infidèle, qui, en 1488, il a presque 30 ans, épouse la jeune, pour ne pas dire très jeune, Louise de Savoie. Elle a 12 ans. Louise de Savoie, orpheline, est élevée
par sa tante, par alliance, Anne de Beaujeu, qui est la fille de Louis XI. Elle reçoit une excellente éducation, elle sait lire, elle sait raisonner, elle sait écrire, à une époque où même Erasme, savez-vous ce que disait Erasme des femmes? Il disait « La femme est un être inepte et vulgaire ». Voilà, c'était Erasme qui disait ça. Bon, voilà, oui, c'était pas très flatteur. Bon. Donc voilà, il disait même que la femme était ridicule, c'était un être ridicule. Au bout d'une année, 2 ans de mariage, le couple n'a pas d'enfant. Et Louise est inquiète. Et donc il faut une descendance. Et Louise va rencontrer un prédicateur de l'époque qui s'appelle Saint François de Paule. Et Saint François de Paule lui dit la chose suivante: vous aurez un fils, il sera roi. Et pour Louise, c'est vraiment la marche à suivre. Maintenant, elle ne va plus ôter de son esprit cette idée: j'aurai un fils, il deviendra roi. Bon. 1 année, 2 années passent. 1490, une naissance est annoncée. C'est une fille. Cette fille, on l'appellera Marguerite d'Angoulême. Enfin, 1494, un garçon tant attendu arrive. On lui donne le prénom de François en hommage à Saint François de Paule qui avait annoncé cette naissance. Donc voilà pour les parents. François, vous voyez ici jeune, n'a pas tout à fait 2 ans lorsque son père meurt. Et voilà Louise qui se retrouve veuve. Elle a 19 ans. Et être veuve à l'époque, c'est une position particulièrement inconfortable. Que va-t-elle devenir? Elle va demander protection à son cousin, Louis XII, qui est le futur roi de France. Louis XII accepte de prendre la mère et les enfants sous sa protection, ils seront donc ses protégés, mais Louise va quand même revendiquer au quotidien le droit de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Elle ne laissera à personne d'autre l'éducation de Marguerite et de François. Ça lui est accordé. Donc, elle vénère ses enfants, elle adore ses enfants, mais particulièrement son fils, qu'elle appelle Mon César. Elle ne l'appelle que comme ça, Mon César. Et elle leur donne une parfaite éducation. Elle veut le meilleur pour ses enfants. D'abord, sa devise est « Libris et liberis », des livres, mes livres en quelque sorte, et mes enfants. Et les précepteurs sont les meilleurs de l'époque. Ce sont des humanistes, des gens proches des milieux de l'édition et de l'imprimerie. Entre autres, il y aura le fameux helléniste, on en reparlera un petit peu plus tard, Guillaume Budet. Alors, que fait François? Eh bien, François apprend la géographie, ça le passionne. Il parle couramment l'italien, il parle couramment l'espagnol, il n'aime pas trop le latin. Ce qui lui plaît, c'est la chasse, ce qui lui plaît, ce sont les jeux de plein air. Et du haut de ses 1,98 m, il pense à des exploits chevaleresques. Pourquoi pas? Bon. Alors, petite anecdote, vous voyez, quand il est jeune, il a les cheveux longs et il n'a pratiquement pas de barbe. Et on raconte qu'un jour, c'était le jour des rois, en 1521, il se trouvait à Romorantin avec des amis, on organise une partie de boule de neige, il fait froid, on fait un feu au milieu, il y a des tisons, l'un des amis attrape un tison, le jette, et François le reçoit au visage. Donc il est brûlé au visage, et c'est pour cela, entre autres, qu'il se laissera pousser la barbe et qu'il se fera couper les cheveux. Donc la mode, ce sera cheveux courts et barbe. Voilà, petite anecdote. Donc, vous voyez, sa sœur Marguerite d'Angoulême, qui aura un destin tout à fait intéressant, puisqu'elle sera la grand-mère du futur Henri IV. Mais ça n'est pas l'objet de notre conférence de ce soir. Alors, roi par un concours de circonstances. Comme vous le savez, la monarchie française est soumise à la loi salique. Les femmes ne peuvent pas régner seules. Le fils aîné d'un roi peut monter sur le trône. Pourquoi pas les femmes? Parce qu'une femme par mariage, imaginons avec un prince étranger, pourrait finalement donner à ce mari étranger les biens de la couronne. Donc le danger, il ne faut pas aliéner les biens de la couronne. Donc il y a un problème, parce que le roi Louis XII, vous voyez, Louis XII
est marié avec Anne de Bretagne, qui avait été mariée précédemment avec Charles VIII, décédé. Pas de descendance mâle, des filles uniquement, et l'aîné s'appelle Claude, Claude de France. Alors, il se dit, Louis XII, il faut trouver un beau parti pour ma fille Claude. Alors on pense à un parti tout à fait intéressant, on parle de Charles de Habsbourg, c'est-à-dire le futur Charles Quint. Mais vous voyez le danger. À ce moment-là, Claude amènerait à son mari la Bourgogne, elle amènerait la Bretagne, ça c'est très important, et aussi des possessions en Italie, donc le danger. Alors Louis XII va se raviser et il se propose de marier sa fille avec son protégé, François d'Angoulême. Après tout, pourquoi pas? Il le considère comme un héritier potentiel. Pourquoi pas? Bon. Il n'en pense pas grand bien. Louis XII dit de François Ier, c'est un gros garçon, hein, c'est un gros garçon sans envergure. Hein, il ne l'apprécie pas trop. Il dit même, c'est un gros garçon qui gâtera tout. Bon. Entendez par là, c'est un grand dadais qui n'a pas d'expérience. C'est à peu près ça. Hein, voilà ce que ça veut dire. Bon. Quoi qu'il en soit, il le couche sur son testament. Donc, on marie François et Claude. Donc là, elle a été un petit peu arrangée comme les peintres le faisaient à l'époque. Elle est un petit peu boiteuse, elle est extrêmement gentille, elle est très douce, très soumise, elle aimera sincèrement son mari, lui pas du tout, elle est là pour avoir des enfants et assurer la dynastie, c'est tout. Elle est tellement douce et gentille, le peuple l'aime beaucoup, que l'on créera une prune que l'on appellera la reine Claude. Prune très sucrée, la reine Claude, ça vient de là. Bon. Pour sceller la paix avec l'Angleterre, Louis XII, veuf, décide de se remarier et il se dit qu'après tout, il pourrait bien avoir un héritier. Bon, il y a bien François de côté, mais s'il peut avoir un héritier direct, ce sera encore mieux. Donc, Louis XII se marie avec la sœur du roi Henri VIII, Marie d'York, qui a 18 ans et qui est particulièrement jolie. Et là, quelqu'un a très peur. Ce quelqu'un, c'est Louise de Savoie. Imaginez si le roi a un enfant, c'en est fini, son César ne montera jamais sur le trône. D'autant que François, beau garçon, très avenant, se montre trop courtois, vraiment très 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 courtois, avec la jeune reine. Donc sa mère va le morigéner et lui dire de se tenir tranquille, de se tenir éloigné de la reine, parce que si un héritier venait à naître, on ne se poserait pas trop la question de la paternité, ce serait un héritier. Et François terminé pour lui. Donc Louise est très inquiète. Je dirais qu'elle ne sera pas mécontente puisque dans les mois qui suivent, dès le mois de janvier 1715, le 1er janvier 1515, pardon, voilà que Louis XII meurt. Et le testament est lu, c'est François qui devient donc roi. Ça n'a pas plu à tout le monde. Nous verrons tout à l'heure que quelqu'un avait aussi des prétentions sur le trône de France et aurait bien aimé la place. Quoi qu'il en soit, donc François monte sur le trône et immédiatement, Louise, sa mère, qui était comtesse d'Angoulême, reçoit le titre de duchesse d'Angoulême. Donc on l'appelle Madame la Duchesse. Donc poste très très important. François décide de se prendre un emblème. C'est l'emblème, vous le voyez en fond, c'est la salamandre. La salamandre. Pourquoi la salamandre et la devise qui va avec, Nutrisco et extinguo, tout simplement ce qui se traduit, je me nourris du bon feu, j'éteins le mauvais. Tout simplement, petite légende, on dit que la salamandre renaît de ses cendres. En fait, la salamandre, c'est un lézard qui hiberne et qui passe son l'hiver, dans des vieux troncs, des vieilles souches. Et son corps est toujours très humide. Et lorsqu'on ramenait du bois, on mettait dans la cheminée, on allumait le feu commençait à bien prendre, et au bout de quelques minutes, on voyait la salamandre qui venait de se réveiller, mais qui avait le corps protégé par justement cette humidité, qui sortait du foyer. Donc, d'où l'idée, la salamandre, vous voyez, renaît du feu. Donc, c'est son emblème.
La France qu'il reçoit de Louis XII, c'est une France pacifiée, mais encore avec une structure médiévale. Son prédécesseur, Louis XII, avait su s'entourer de brillants conseillers, entre autres l'archevêque de Rouen, Georges d'Amboise, vous connaissez, et déjà de personnages du milieu de l'édition et humanistes. Le peuple aimait beaucoup Louis XII, qui n'avait pas trop augmenté les impôts, et on le surnommait le père du peuple. Donc, voilà, une situation qui est quand même assez favorable. Seulement, Louis XII a aussi laissé à François Ier ce que l'on appelle le rêve italien. Qu'est-ce que ce rêve italien? Eh bien, depuis l'époque de Saint-Louis, voilà, les Français ont des prétentions sur l'Italie. Le comte d'Anjou, qui était frère de Saint-Louis, avait été roi de Naples et avait diverses possessions en Italie. Bon, les Français les avaient perdus par la suite et il y avait eu des péripéties mouvementées. Tantôt la France avait gagné des territoires, les avait reperdus. Le seul qui s'était montré sage et prudent, c'est Louis XI, qui n'avait pas bougé pour l'Italie. Son fils avait continué, lui, à reprendre le flambeau. Il faut absolument retrouver nos territoires en Italie, mais surtout Louis XII. Alors, Louis XII fait valoir ses prétentions parce qu'il dit que sa grand-mère, Valentine Visconti, avait été spoliée il y a bien longtemps de son domaine du Milanais par la famille Sforza. Donc il se dit, voilà, par hommage à ma grand-mère, je me dois de reconquérir le Milanais. Vous voyez, mais ça tient comme ça à des petites choses. Quoi qu'il en soit, eh bien, en 1512, les Français n'ont plus rien en Italie. Tout est perdu. Donc, quand François devient roi, eh bien, il reprend le flambeau et il fait valoir les droits de la France sur l'Italie. Donc, nous allons passer au deuxième volet, le temps des rêves et le temps des réalités. Alors, temps des rêves, il y en aura deux essentiellement. Il y a donc ce fameux rêve italien. 6 mois après son avènement, François décide de partir pour l'Italie. Il emmène avec lui 30 000 fantassins, c'est énorme. Il emmène 9 000 cavaliers, 60 canons. Et il remporte la victoire de Melegnano in Campo, c'est-à-dire la victoire de Marignan, 13 et 14 septembre, vous connaissez la date, 1515. Donc, vous voyez, c'est la date de son anniversaire, il vient de fêter la veille ses 21 ans. Alors, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon, la bataille a duré plus de 20 heures, et en fait, c'est plus une bataille par forfait, qui a été gagnée grâce à l'artillerie vénitienne, mais ça, on n'en parlera pas, ce sera passé sous silence. Il faut dire que c'est le grand François qui est présenté comme un héritier de Charlemagne qui a gagné la bataille. Il se fait adouber chevalier sur le champ de bataille par Pierre du Terrail, c'est-à-dire le chevalier Bayard. Et là, Louise, la mère de François, va faire fructifier l'affaire. On va écrire des livres, on va faire des reproductions où l'on voit justement Bayard adoubé chevalier. Enfin, vous voyez, on fait vraiment mousser l'affaire, je dirais, pour parler dans un langage d'aujourd'hui. Bon, ça a quand même été, je dirais, un succès diplomatique dans la mesure où les Suisses, qui étaient les ennemis de François, vont se rallier après à la cause de François et vont fournir des mercenaires qui seront bien meilleurs que les lansquenets allemands qui fournissaient les troupes à l'époque. Donc c'est l'état de grâce, c'est absolument merveilleux. Même le pape est tout à fait d'accord pour ce que les Français occupent le Milanais, la légitimité est reconnue. Bon, en échange, le pape, Léon X, qui est un Médicis, demande la protection de sa famille à Florence. Un petit échange. Bon, c'est aussi la fin des hostilités avec la famille Habsbourg et en 1517, on signe un traité, c'est la paix de Cambrai, et on se dit voilà, la paix est assurée et ça va durer longtemps. Eh bien non, ça ne va pas durer du tout. Deuxième rêve, c'est le rêve impérial. Rêve impérial, voilà Marignan.
Donc ça, vous voyez, c'était le genre d'image que l'on a propagé un petit peu dans toute la France. Rêve impérial. Eh bien, en 1519, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Maximilien, meurt. Donc, il faut trouver un successeur. Et le titre est franchement honorifique. C'est le titre du successeur de Charlemagne et l'empereur règne sur environ 1000 États. Donc, c'est très très important. Bon, attention, il ne s'agit pas d'une monarchie héréditaire, c'est une monarchie élective. Il faut que 7 électeurs donnent leur aval pour nommer un empereur. Donc, la course est engagée. Alors, il y a 3 candidats. Il y a 3 candidats. On a mis Charles Quint, en fait, c'est Charles de Habsbourg. Alors, quels sont ses atouts quels sont les défauts qu'on va lui trouver? Alors, dans les atouts, Charles est le petit-fils du roi défunt, donc c'est un atout. Bon, en plus, on sait qu'il a le soutien d'une banque très très importante, très riche à l'époque, c'est la plus riche de toutes, c'est le banquier Jacob Fugger. Petite anecdote, Jacob Fugger était allé voir Charles de Habsbourg et lui avait dit « Je peux vous aider, je peux vous apporter des fonds, mais j'aimerais bien en échange que vous me donniez des pourcentages sur toutes les mines que vous possédez, les mines d'argent entre autres. » Et là, Charles de Habsbourg avait étiqué un petit peu, avait dit « Non, je ne suis pas d'accord. » Alors Jacob Fugger était allé voir François et il lui avait proposé le même marché. Il lui avait proposé un marché. Alors François n'a pas répondu tout de suite, il s'est laissé un certain temps, mais les espions de Charles lui racontant l'aventure, Charles se dit pourvu qu'il n'aide pas François, donc il a rappelé Jacob Fugger, il lui a dit je suis d'accord avec vous, vous me prêtez de l'argent, et Jacob Fugger lui a dit oui, je vous prête de l'argent, mais à 18% d'intérêt. Voilà, donc cher. Alors, autre chose importante, les princes allemands disent finalement ce ne serait pas plus mal qu'on choisisse Charles parce qu'il est roi d'Espagne, il possède les Pays-Bas, donc il est obligé de se promener entre ces différents territoires, il ne sera pas trop souvent dans l'Empire germanique, donc on ne l'aura pas trop sur le dos. Et puis, Charles est extrêmement malin, parce que Charles, au lieu de payer cash, parce qu'il faut les payer bien évidemment les électeurs, il signe des traites à valoir sur son élection. Donc c'est si je suis lui, vous aurez telle somme d'argent. Il y a François. Alors François, lui, eh bien, il se dit voilà, moi je suis le vainqueur de Marignan, donc voilà. Et puis je pourrais éventuellement être votre protecteur si les Turcs vous envahissez, je pourrais vous aider. Mais les princes le trouvent un petit peu voyant, un petit peu trop glorieux, je dirais aujourd'hui un peu bling-bling, ça ne leur plaît pas trop, hein, ils sont plutôt austères, ça ne leur plaît pas trop. Et malheureusement, François n'est pas très subtil parce qu'il paie cash, et évidemment les électeurs font monter à chaque fois les enchères. Bon, il paiera quand même 400 000 écus, ce qui représente 2 tonnes d'or pour les électeurs. Il y a un autre candidat, c'est Henri VIII, le roi d'Angleterre. Mais Henri VIII, très vite, faute de moyens, va se retirer de la compétition, mais il est intelligent, il comprend que finalement, il pourra jouer un rôle dans les 2 camps et devenir une sorte d'arbitre, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Alors, finalement, le 28 juin 1519, les électeurs se prononcent. Qui ont-ils choisi? Ils ont choisi Charles de Habsbourg, qui devient l'empereur Charles Quint. Évidemment, François est absolument mortifié. Pour lui, l'échec est cuisant. Charles est devenu son ennemi pour la vie. Mais François a peur, il a peur pour la France, parce qu'il voit maintenant le danger politique, il voit le danger militaire. La France risque l'encerclement. Pays-Bas, vous voyez, tout l'empire germanique et la péninsule ibérique et la France prise à l'intérieur. Donc pour François, il faut trouver de l'aide. Eh bien, il s'adresse à qui? À Henri VIII. Il s'adresse à Henri VIII. Et on décide une rencontre. On décide d'une rencontre qui aura lieu du 7 au 24 juin
1520, c'est la fameuse rencontre du camp du Drap d'Or, qui a lieu près de Calais. Cette rencontre, on l'a préparée 5 mois auparavant. On a installé 600 tentes, on a utilisé 35 000 mètres de tissu d'or et d'argent, et on a invité 6 000 personnes triées sur le volet. Bon. Les deux hommes se congratulent. On organise des bals, des joutes, des banquets, on s'aime beaucoup, tout va bien. On raconte que dans les derniers jours, François et Henri, après une joute, ont décidé, devant leurs invités, de se battre à main nue, de faire un petit combat, amical. Et c'est François qui l'a emporté. On raconte que Henri a été profondément vexé. Bon, est-ce la vraie raison? En tout cas, il ne s'engage pas, mais quelque temps après, il rencontre Charles Quint. Et là, absolument sans faste, sans texte officiel, Charles Quint obtient l'appui de Henri VIII. Voilà. N'oubliez pas non plus que Henri VIII et Charles Quint sont parents. L'épouse d'Henri VIII, Catherine d'Aragon, sa première épouse, est la tante de Charles Quint. Donc ils sont, on va dire, en famille. Alors, promesse pour l'Angleterre, eh bien, on promet, Charles Quint promet à Henri, quand il aura démantelé, parce que c'est son idée, il veut démanteler le royaume de France, eh bien, il lui dit, tu auras les miettes. Donc, voilà. Voilà le... Donc, vous voyez, deuxième rêve, qui est un échec. Voilà. Ça va, je ne vous saoule pas trop. Alors, après les rêves, il faut faire place aux réalités. Et là, c'est tout autre chose. Alors là, on va à nouveau s'enferrer dans le guêpier italien. Bon, 1524, la reine Claude de France meurt et François décide de repartir en Italie. Il relance la guerre en Italie. Le contexte est difficile, les récoltes sont mauvaises, le peuple se révolte un petit peu contre la lourdeur des impôts, et puis il faut faire face à ce que l'on a retenu dans l'histoire sous le nom de trahison du connétable de Bourbon. Connétable de Bourbon, c'est Charles de Bourbon. Charles de Bourbon qui a des origines quelque peu italiennes, on disait qu'il avait un regard de beau ténébreux. Et ce Charles de Bourbon est issu de la très haute noblesse. C'est un descendant de Saint-Louis, c'est un cousin de François, et il possède la moitié de la France. Tout le massif, pratiquement tout le massif central lui appartient. Donc il a plus de 500 vassaux, donc il est extrêmement riche et puissant. Ils sont envieux, les deux hommes s'envient, et le connétable, enfin Charles de Bourbon, aurait bien aimé devenir roi de France. Pourquoi? Eh bien parce que lui aussi, orphelin, a été élevé à la cour de Anne de Beaujeu. Et il épouse la fille de Anne de Beaujeu. Il épouse Suzanne de Beaujeu. Mais il devient, je dirais, en quelque sorte, le petit-fils de Louis XI. Vous voyez, ce qui lui donne une légitimité avec la branche directe. Là, avec François, nous sommes, vous voyez, une branche cadette des Valois. Avec Louis XI, nous sommes dans la branche aînée. Donc, vous voyez, il a assez mal supporté de voir François devenir roi. Pourquoi pas lui? Alors, entre les deux hommes, c'est une anecdote qui est racontée par Brantôme. Brantôme, on en avait déjà parlé, c'est un écrivain du XVIe siècle. Brantôme raconte qu'un jour, François Ier demande à Charles de Bourbon, il lui dit « N'êtes-vous pas envieux et jaloux de mon château de Blois ?» Et Charles lui aurait répondu « Comment votre majesté peut-elle imaginer, peut-elle penser que j'envie un gentilhomme dont les ancêtres ont été les écuyers des miens ?» Et toc, hop, voilà. Bon. Et donc, ce connétable de Bourbon, en fait, on sait qu'il a eu une liaison secrète avec Louise de Savoie. Bon, il est plus jeune, il est un petit peu plus âgé que François,
Et Louise de Savoie est absolument envoûtée par ce beau garçon, et elle lui a d'ailleurs donné un anneau. Et quand elle apprend qu'il se marie avec Suzanne de Beaujeu, elle n'est pas très inquiète, parce que Suzanne est maladive, est vraiment très malade, bon, elle est très laide, ça n'est pas une raison, mais Louise pense que Suzanne ne vivra pas longtemps. Et elle se dit, je pourrais me mettre sur les rangs, donc je pourrais éventuellement épouser Charles. Et d'ailleurs, on raconte aussi que son titre de connétable, c'est-à-dire de chef des armées, il l'a obtenu grâce à Louise de Savoie. Voilà, Suzanne qui meurt, son épouse meurt en 1521. Et Louise lui propose de l'épouser. Elle a 45 ans, il en a 32. Bon, mais le problème, c'est que tous ses enfants sont morts. Tous les enfants de Charles sont morts en bas âge, morts-nés, donc il n'a pas d'héritier. Donc pour lui, il n'est pas question d'épouser une femme de 45 ans qui ne pourra pas lui donner de descendance. Donc il préférerait une femme plus jeune. Donc il refuse. Et là, imaginez pour Louise, c'est un camouflet. Elle lui en veut, mais vraiment à mort. Et évidemment, sa femme étant décédée, il hérite des biens de sa femme. Elle a fait un testament. Bon. Et puis, comble de malchance, peu de mois après, Anne de Beaujeu, donc la mère de Suzanne, meurt à son tour. Et c'est Charles qui hérite de tout. Et là, Louise, qui veut se venger, dit « Ah, mais non, l'héritage me revient, j'ai été élevée par Anne de Beaujeu, donc pourquoi moi je n'hériterai pas, etc., etc. » Alors, Charles dit « Oui, mais moi aussi j'ai été élevée, enfin vous voyez le conflit. » Donc ça va jusqu'au Parlement, mais évidemment, Louise étant la mère du roi, elle obtient gain de cause. Voilà donc le connétable complètement spolié de ses biens. Et Charles Quint, qui a des antennes, il a des espions, est au courant, il a eu vent de l'affaire. Donc il envoie un émissaire voir le connétable. On amène des dragées, on amène des mignardis, c'était tout à fait à la mode à l'époque, pour essayer de le convaincre de changer de camp. Bon, François, entre-temps, lui aussi a ses espions, on trouve une lettre codée qui mentionne que Henri VIII et Charles Quint sont prêts à envahir la France. Donc, François va voir le connétable et lui dit, surtout, non, on va laisser un petit peu de côté ces histoires d'héritage, mais il ne faut pas laisser tomber la France. Bon. Rien n'est décidé. En fait, quelques jours plus tard, le connétable part à Besançon et là, il se met au service de Charles Quint, qui lui a plus ou moins fait miroiter qu'il pourrait épouser sa sœur, jeune, Éléonore. Donc, le connétable passe dans le camp ennemi. Vous voyez donc cette trahison, mais il y a du pour et il y a du contre. Donc, tous ces biens sont confisqués au profit de la couronne. Et au mois d'octobre 1524, François part donc en Italie, et là, au mois de février, le 24 février 1525, on est 10 ans après Marignan, mais ça n'est plus Marignan, là c'est la fameuse défaite de Pavie. Et là, autant Marignan, la bataille avait duré 20 heures, là, en 3 heures, la bataille est réglée. François est fait prisonnier. Le soir même, il écrit à sa mère « Madame, tout est perdu, fort l'honneur ». On l'emmène en prison. Il part, il est emprisonné en Espagne, à Madrid, et il doit signer un traité, un accord. Au mois de février 1526, il cède la Bourgogne et renonce à toutes les possessions en Italie. Il est surveillé jour et nuit, on n'a pas du tout confiance. Imaginez, enfin je vais employer une comparaison, mais imaginez pour l'époque, c'est comme si Trump aujourd'hui était prisonnier chez Poutine, vous voyez, c'est à peu près ça fait vraiment l'effet d'une bombe. Et même Henri VIII, qui surveille tout ça de près, n'en revient pas, il ne peut pas y croire, il se dit c'est pas possible que le roi soit fait prisonnier, c'est pas possible. Bon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça. François est libéré en mars, mais attention, en échange d'une forte rançon, et surtout en échange de ses 2 fils. Et donc,
les deux petits garçons vont partir pour 4 ans dans un château plutôt insalubre près de Ségovie. Le dauphin, le premier dauphin, puisqu'il mourra après, François, a 8 ans, et son petit frère, Henri, ce sera le futur Henri II, n'a que 6 ans. Voilà. Pour Louise de Savoie, il ne faut pas ébruiter cette affaire Pavie. Donc, elle va engager justement des éditeurs, des humanistes pour absolument refaire mousser l'aventure Marignan. On va sortir des planches où à nouveau on revoit une vie de Bayard, enfin, etc. Il faut mettre vraiment sous couvert l'histoire de Pavie. François revient en France et tout de suite, il se dépêche de renier le traité qu'il a signé. Alors pourquoi le renie-t-il ? Eh bien, il prend pour prétexte que le serment du sacre lui interdit d'aliéner une quelconque partie du territoire. Donc, et il en profite pour signer un traité de paix avec Henri VIII. Vous voyez, voilà, faut suivre, hein, avec Henri VIII, et c'est le traité d'Amiens, donc la paix avec l'Angleterre. Bon. 1527, les hostilités reprennent, s'apaisent en 1529 grâce à 2 femmes. Alors on appellera ça la paix des dames ou la paix de Cambrai. Alors paix des dames, elles sont 2, c'est Louise de Savoie, parce qu'il y en a assez de la guerre, et l'autre dame, c'est Marguerite de Habsbourg, la tante de Charles Quint. Pour ceux qui étaient présents, rappelez-vous, elle était à Gand et c'est elle qui avait élevé Charles Quint. Donc on signe la paix, on espère que cette paix va durer. Bon. Pour preuve de bonne volonté, eh bien, François, qui est veuf, épouse Éléonore d'Autriche, Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint, qui avait été promise au connétable, hein, entre autres. Vous voyez l'enjeu des femmes à chaque fois. Hein. Bon. Et puis, François est obligé de payer à nouveau une rançon pour la libération de ses 2 fils. Et cette fois, c'est une rançon de 2 millions d'écus, ça représente 7 tonnes d'or. C'est énorme. Bon. Donc, la France, néanmoins, regagne la Bourgogne, ça y est, ça redevient français, les villes de la Somme, et puis, par contre, plus rien en Italie, hein, ça reste statu quo, plus rien en Italie. Les enfants sont échangés, ça se passe au milieu de la Bidassoa, donc les 2 garçons sont échangés, il y a la fiancée qui arrive, les 2 garçons, mais on se laisse du temps, la rançon est méticuleusement comptée, hein, écu par écu, hein, on ne veut pas se faire avoir. Malheureusement, à la mort des 2 dames, hein, la paix des 2 dames, eh bien, les hostilités reprennent. Et en 1536, c'est à nouveau la guerre. Bon, il faut dire que François Ier, là aussi, y est allé fort. Voilà qu'il vient de signer un traité avec Soliman le Magnifique. Vous imaginez un Turc, un Ottoman. Et pour la chrétienté, ça fait aussi l'effet d'une bombe. On ne comprend pas. En fait, les 2 hommes, sous couvert d'un accord commercial, veulent montrer leur accord, hein, bien montrer leur commune opposition à Charles Quint. C'est ça. Mais vous voyez, ça provoque l'indignation, ça provoque vraiment, sur la chrétienté, c'est affreux. Après 2 ans de campagne, les 2 frères décident une trêve. Ah, et là on s'aime, ça va mieux. On se retrouve à Aigues-Mortes, on s'appelle mon frère, on partage même la même chambre, on s'embrasse, tout va pour le mieux. Ce qui n'empêche pas, en 1540, François d'écrire à Charles Quint la chose suivante. Il lui écrit que le soleil brille pour lui comme pour les autres et qu'il désirerait fort voir le testament d'Adam pour savoir comment celui-ci avait partagé le monde. Vous voyez, François ne manque pas d'humour. Hein. Donc, François est toujours obsédé par l'Italie. Ça le démange toujours. Donc, en 1542, il relance les hostilités. C'est reparti. Bon. Les Français sont victorieux dans une petite ville du Piémont qui s'appelle Cérizole, mais en représailles, Charles Quint envahit la Champagne et Henri VIII en profite pour occuper Boulogne. Bon. Les hostilités prennent fin parce que Charles Quint manque d'argent pour continuer la guerre, il ne peut plus payer les troupes, donc il se retire et on signe un nouveau traité de paix en 1544. À cela
ajouter, je le disais tout à l'heure, les difficultés intérieures. Difficultés intérieures, pourquoi? Eh bien, les frais militaires, les frais diplomatiques ont représenté pendant les 32 ans de règne de François plus de la moitié du budget. C'est absolument énorme. Et de l'argent, il faut en trouver. Comment en trouver? Eh bien, augmenter la taille. Et entre autres, augmenter les impôts. On augmente la taille. La taille, c'est, je dirais, l'impôt sur le revenu qui avait été institué à l'époque de Charles VII. Louis XII l'avait maintenu à un niveau assez bas. François double le montant de la taille, donc mal vu, évidemment. Et puis, François oblige aussi l'Église à faire des dons gratuits à la couronne. Il oblige les villes à prêter de l'argent. On promet qu'on leur rendra, on ne leur rend jamais. Et puis, pour trouver de l'argent, eh bien, on a une autre idée. On procède à la vente des offices en matière de justice, en matière de finances, en matière de police. C'est surtout un moyen d'accéder, vous voyez, à ce qu'on appelle la noblesse de robe. C'est à cette époque que l'on va parler de noblesse de robe. On acquiert un titre de noblesse de par sa fonction. Alors évidemment, la vraie noblesse, celle que l'on appelle la noblesse d'épée, se moque de cette nouvelle noblesse et on dit que c'est la savonnette à vilain. On appelait ça la savonnette à vilain. En 1523, François Ier, voyant que les finances sont assez mal gérées, va créer le trésor de l'épargne qui est chargé de regarder tout ce qui se passe au niveau des dépenses, de faire le compte des dépenses et le compte des recettes pour l'année. Et il va affiner les choses en 1542. Il va découper le territoire en 16 circonscriptions avec chacune un receveur à la tête pour collecter les impôts. Donc vous voyez, déjà un système d'impôts. Et puis il n'hésite pas à remettre aussi à sa place le Parlement. Vous savez, le Parlement, c'est une cour de justice qui est chargée d'enregistrer les édits et les ordonnances du roi. Si le Parlement n'est pas d'accord, il exerce un droit de remontrance, mais de toute façon, le roi a toujours gain de cause lors d'une cérémonie qui s'appelle le lit de justice. Et François Ier, donc, s'aperçoit qu'il y a eu, pendant qu'il était très souvent absent en Italie dans ces guerres, eh bien, il s'aperçoit qu'il y a des malversations, qu'il y a eu des trafics d'argent. Donc, il va taper fort, il va montrer l'exemple, et son grand chambellan, je dirais c'est le ministre des Finances, va être condamné à mort, c'est Jacques de Semblançay, et il est pendu. Vous voyez, il y a l'exemple là. Les problèmes religieux. Eh bien, problème religieux, François, tout comme sa sœur Marguerite, ne sont pas insensibles aux idées des humanistes et aux thèses de Luther. Déjà, Erasme écrivait en 1516 « Je voudrais que toutes les bonnes femmes », n'y voyez rien de péjoratif, c'était les femmes en fait, les dames bien, on aurait pu dire les matrones si vous voulez. « Je voudrais que toutes les bonnes dames lisent l'Évangile, qu'il soit traduit dans toutes les langues. » Donc vous voyez, il y avait déjà cette idée d'ouvrir un petit peu les évangiles. Et François, je dirais, est partagé entre deux choses. Il est partagé entre la tolérance et il est partagé entre l'ambition politique. Je vous donne des exemples. En 1518, il signe un accord avec le pape Léon X et le Concordat de Bologne, où il accorde beaucoup plus d'importance au pape qui peut nommer les évêques, les archevêques, les cardinaux. Alors qu'auparavant, il y avait eu la pragmatique sanction qui justement avait réduit les pouvoirs de la papauté. Alors ça ne plaît pas du tout à l'université, ça ne plaît pas au Parlement qui voit là une ingérence trop importante du pape. Inversement, François Ier n'hésite pas à soutenir les princes allemands contre Charles Quint. Et puis après tout, il n'a pas hésité à s'allier avec Soliman le Magnifique. Donc vous voyez, un petit peu pris entre deux chaises. Ce qui va faire bouger les choses, eh bien, c'est la fameuse affaire des placards de 1534. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, à Rouen, à Paris, à Orléans, à Blois et même à Amboise, on affiche sur les portes de la chambre du roi, il y a des placards qui sont rédigés par un certain Antoine Mercourt, c'est un pasteur lyonnais,
Alors là, c'est vraiment injurieux vis-à-vis de l'Église. Il dit que le pape est une vermine. Enfin, les thèses de Luther, c'est vraiment très doux à côté des thèses de Mercour. Et ça, le roi ne peut pas laisser passer. C'est un crime de lèse-majesté. Ça, il ne peut absolument pas passer. Donc, des bûchers va s'allumer. On va brûler 6 personnes. Bon, ça ne va pas quand même trop loin. Mais le roi, mécontent, pense que les responsables, ce sont les imprimeurs. Ce sont les imprimeurs, après tout, qui publient ce genre de thèse. Et François parle même d'interdire l'imprimerie. Imaginez à l'époque, mettons ça dans notre contexte, c'est comme si aujourd'hui on disait « fini plus d'Internet ». On arrête Internet, vous voyez, c'est à peu près ça. Donc, vous voyez, bon. 1538 paraît un édit pour extirper et déchasser du royaume les mauvaises erreurs. Et plus fort encore, en 1540, l'édit de Fontainebleau dit tout simplement les sujets sont appelés à dénoncer les gens qu'ils pourraient penser hérétiques. Voilà, dénonciation. Et puis, malheureusement, ça va ternir l'image de François, c'est en avril 1545 l'affaire des Vaudois. Les Vaudois, c'est une communauté religieuse dans le Luberon. C'est une communauté qui était apparue au XIIe siècle, comme les Albigeois, comme les Cathares. Cathares, en grec, ça veut dire pur, et qui veulent revenir justement à une église très pure, sans fioriture, pratiquement sans prêtre, et en tout cas, on ne reconnaît pas l'autorité du pape. Les Vaudois, après le XIIe siècle, s'étaient réfugiés dans le Piémont, et puis, petit à petit, étaient rentrés en France. Et ils essaient de se rapprocher au XVIe siècle, voyant les idées des protestants, ils essaient de se rapprocher des protestants. Et on les assimile à des protestants. Et on va organiser une espèce d'expédition punitive contre eux. 3000 personnes seront massacrées, brûlées dans les églises, et 24 villages vont être complètement réduits à néant. Vous voyez, ça c'est quelque chose, c'est une catastrophe pour la fin du règne de François. François, ne lui enlevons pas ça, c'est l'homme de la Renaissance. Bon, c'est un roi bâtisseur qui a ramené d'Italie le goût des belles choses. Bon, déjà, avant lui, certains avaient le goût des belles choses. Nous parlions tout à l'heure de Georges d'Amboise. Georges d'Amboise, son château de Gaillon, il l'a fait bâtir avec du marbre qu'il fait venir d'Italie. Et on est en 1501, donc vous voyez, très tôt. Après, vous avez également Thomas Bohier, qui fait construire, Thomas Bohier, c'était un financier, un des receveurs, nous parlions tout à l'heure des receveurs, eh bien, pour son château de Chenonceau, il adopte le plan italien, le plan carré. Bon, à propos de ce château, à la mort de Bohier, on va s'apercevoir qu'il y a eu aussi des malversations. Ses héritiers vont être obligés de donner le château au roi, en dédommagement. Bon, le château est en assez mauvais état. François, ça ne l'intéresse pas. C'est Henri II, son fils, qui rénovera le château pour l'offrir à Diane de Poitiers. Il y a un petit peu l'histoire de Chenonceau. François attire à la cour des artistes. Il attire en particulier le Rosso, il attire le Primatis, il attire Benvenuto Cellini et il attire évidemment Léonard de Vinci. Il laisse les artistes faire à leur guise. François dit « Je peux faire un noble, je ne peux pas faire un artiste ». Et les artistes sont heureux de travailler pour François. Léonard de Vinci dira « Les Médicis m'ont construit, les Médicis m'ont détruit parce que c'était des commandes imposées, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Avec François, les artistes ont libre cours. Et donc, ça, c'est un gros avantage. Léonard de Vinci a 64 ans quand il arrive en France et il amène dans ses bagages 3 toiles. Il amène la Joconde, bien évidemment, il amène Saint Jean-Baptiste et il amène Sainte-Anne et la Vierge. Bon. Le prédécesseur de François, Louis XII, avait bien tenté de faire venir Léonard de Vinci. Il n'avait pas réussi, mais il avait quand même ramené une toile. Si vous connaissez, la Belle Ferronnière. C'est Louis XII qui a ramené cette toile d'Italie. Bon. Vous allez peut-être me dire, mais combien François a-t-il payé la Joconde? Alors, on ne sait pas trop, parce que
Léonard de Vinci a été hébergé avec de l'argent, on lui a donné de l'argent, et on pense que le prix de payer pour la Joconde, ce serait aujourd'hui entre 50 et 56 000 euros. Voilà, ce serait le prix payé, l'équivalent du prix payé à Léonard. Voilà, donc, alors, roi bâtisseur, Jean ? Roi bâtisseur. Alors, il s'intéresse à des châteaux. Il en construira ou en rénovera à peu près une douzaine. Alors, il y a d'abord le château de Blois. Alors, le château de Blois, François y réside avec la reine Claude. C'est là que les 7 enfants royaux vont naître, à Blois. Et il y installe une cour brillante. Et il confie à un Italien, Dominique de Cortone, la construction de ce fameux escalier de Blois, vous voyez. Bon. En 1524, la reine Claude meurt, donc François quitte le château. Il ne veut plus rester dans ce château et il va dans son château préféré, qui est Fontainebleau. Ça reste sa demeure. Il adore ce château, qui était déjà un lieu de chasse à l'époque de Saint-Louis. Alors, il est heureux, il organise des bals tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il y a bal. En 1539, il reçoit à Fontainebleau Charles Quint. Charles Quint avait demandé l'autorisation de passer en France parce qu'il y avait une rébellion aux Pays-Bas. Il avait demandé l'autorisation. Donc, François l'accueille et là, il veut absolument épater son meilleur ennemi. Alors, les fontaines ne délivrent pas du vin, ne délivrent pas de l'eau, mais du vin ou de la bière. Voilà. On est au mois de décembre, et il y a des fleurs dans le parc de Fontainebleau comme au printemps, absolument merveilleux. Les bals, les joutes, les tournois se succèdent. En fait, Charles Quint aurait préféré des messes. Tout ça, ça ne l'intéresse guère. Alors, Charles Quint a un cadeau pour François, mais qui malheureusement n'est pas terminé quand il lui rend visite. C'est une armure qui est faite aux mesures de François, 1,98 m, ça a été fait vraiment sur mesure. Elle n'a pas été livrée à cette époque, mais vous pouvez la voir, si un jour vous visitez le musée des Invalides, vous pourrez voir cette fameuse armure de François, qui avait été offerte normalement par Charles Quint. Alors, le clou, je dirais, pour François Ier, c'est cette grande galerie qui a été décorée par Benvenuto Cellini. Voilà. Alors, autre château, le Louvre. Alors, le Louvre, François n'aime pas du tout, mais il se doit d'y résider. C'est un château médiéval, mais il doit y résider pour surveiller le Parlement. Il doit être quand même présent à Paris, donc il s'empresse de faire démolir le donjon, trop médiéval pour lui, et il veut en faire un palais plus moderne. Bon, en fait, les travaux vont durer longtemps et François n'en verra pas la fin. Il a fait creuser quand même le quai du Louvre, il l'a fait creuser. Mais son chef-d'œuvre, c'est bien sûr, c'est Chambourg, comme on disait à l'époque. Il fait assécher les marécages, parce qu'il y avait du paludisme, entre autres, et c'est surtout l'escalier à double révolution qui est une réussite sur les plans de Léonard de Vinci. En fait, si on met bout à bout les visites du roi, il n'y passera durant son règne que 8 semaines. Il est mis bout à bout. Au total, donc, il a aménagé et construit une douzaine de châteaux. À côté de ça, il y a les travaux d'urbanisme. On en retiendra 2. Il y a le Havre. Le Havre existait bien avant François Ier. Ça s'appelait le Hable de Grâce, d'un vieux mot scandinave qui veut dire le port. Bon. Par la suite, en 1516, donc, on commence à aménager le port. Il y avait le port d'Harfleur, mais qui n'était guère pratique. Et on se dit, vis-à-vis de Boulogne, pris par les Anglais, etc., il faut un port. Donc, en 1516, on commence des travaux. 1518, les premiers bateaux peuvent arriver. 1520, François vient inaugurer officiellement et il offre à la ville du Havre ses propres armoiries. Au Havre, vous avez la salamandre. C'est François qui offre le cadeau. Alors, petite anecdote, le Havre a failli s'appeler Franciscopolis, mais c'était un petit peu pompeux. Et à la Révolution, le Havre s'est appelé Marat-le-Havre. Voilà, Marat-le-Havre. Et c'est à cette époque-là qu'on ne parlait plus de Havre
de grâce. Vous voyez, le de grâce, ça ne plaisait pas hein, pendant la période révolutionnaire, ça ne plaisait pas. Autre œuvre en matière d'urbanisme, c'est Romorantin. Romorantin, c'est en Sologne, la reine Claude y était née, la mère de François Ier, Louise de Savoie, y a souvent résidé dans les périodes de peste, et François demande à Léonard de Vinci de lui construire une nouvelle Rome. Il veut faire de cette ville une ville modèle même en Europe. L'artiste envisage même de, oui, c'est un petit croquis, envisage même de creuser un canal qui irait de la rivière, la Sauldre, jusqu'à la Loire. Malheureusement, 1519, épidémie de peste, et puis 1519, c'est l'année de la mort de Léonard. Donc, la ville reste dans son état. La ville existe toujours, elle s'appelle aujourd'hui Romorantin-Lanthenay, hein, si vous connaissez. Voilà. Roi attentif aux choses de l'esprit et des lois, eh bien, François subventionne tout ce qui touche à l'esprit, pas seulement l'art, mais l'esprit. Alors, pour contrecarrer la vieille et poussiéreuse Sorbonne, il fonde ce qu'il appelle le Collège royal, qui n'est autre aujourd'hui que le Collège de France. Et là, il fait venir ce qu'il y a, c'est vraiment l'élite de la littérature, des mathématiques de l'époque, et ce sont des conférenciers qui donnent des cours publics aux amateurs, c'est-à-dire à ceux qui aiment. Donc les langues anciennes, l'hébreu, l'éloquence, je vous le disais, les mathématiques. Donc ça a été un petit peu créé à l'instigation de Guillaume Budet, hein, qui avait été précepteur de François. C'est sans doute le meilleur helléniste de son temps, et Erasme disait de lui, c'est le prodige de la France. Guillaume Budet, qui a été prévôt des marchands, qui a été ambassadeur à Rome, qui a été responsable de la bibliothèque royale. Donc voilà, c'est l'essor de l'imprimerie justement qui permet la diffusion de tous les écrits, et les livres vont être faits de telle manière, pas trop grands, à être diffusés et emportés par les colporteurs, vous voyez, pour diffuser un petit peu la culture dans tout le pays. Bon, parmi les représentants, on aurait pu en citer d'autres, mais parmi les représentants de la littérature, on va s'intéresser à François Rabelais. François Rabelais, il est d'abord moine franciscain, il devient moine bénédictin, il sera curé de Meudon, il est profondément misogyne, il connaît le droit, il connaît le grec, il connaît la médecine, il est absolument curieux de tout. Bon, ne cherchant pas à avoir des ennuis, il va écrire sous un pseudonyme, Alcofibras Nazier, hein, ce sont les lettres de son nom mises en désordre. En 1532, il publie Pantagruel, et 2 ans plus tard, c'est le fameux Gargantua. Mais, comme je vous le disais, François ne s'intéresse pas qu'à l'art, il faut aussi des lois. Je vous disais, il y aura 32 000 actes qui vont être promulgués. Un premier acte en 1519 sur la conservation des forêts. Donc, on s'intéresse à la forêt. 1531, pour faire face à la crise de subsistance, c'est la fondation d'une aumônerie royale pour venir en aide aux pauvres. Et puis, évidemment, en 1539, c'est le fameux édit de Villers-Cotterêts. Fameux édit de Villers-Cotterêts, où il est demandé, entre autres, pour l'état civil, aux curés des villages de tenir de façon très scrupuleuse les registres des naissances, des mariages et des sépultures. Et surtout, dorénavant, les actes seront rédigés en langue françoise maternelle, en langue française. Donc tous les édits seront publiés en français. Et c'est à cette époque que vont apparaître les cédilles et que vont apparaître les accents et les apostrophes. Donc vous voyez, une révolution pour la langue française. François, toujours encourage aussi les navigateurs à découvrir des terres lointaines. Et en particulier, il va charger un navigateur italien, Giovanni di Verrazzano, de partir et d'explorer le Nouveau Monde et surtout de tenir un registre de tout ce qu'il aura vu.
hein, et Verrazzano arrivera à ce qui est aujourd'hui New York. En 1535, François finance aussi l'expédition de Jacques Cartier au Canada, et en 1533, il va rendre visite à un armateur, vous connaissez bien, à Varangeville. Il s'agit de Jean Angot, qui était armateur et banquier à Dieppe. Un concept renouvelé pour François, c'est la cour. À l'époque de François Ier, la cour, ce sera entre 15 000 et 18 000 personnes. Vous voyez, je vous disais, un concept nouveau, accueillir un maximum de personnes, ce qui sera reproché, je vous le disais plus tard, au successeur, au lointain successeur, Louis XIV. Bon. Alors la cour se déplace, hein, c'est une cour itinérante qui se déplace au gré des souhaits, hein, du souverain, mais il est là pour inspecter, il est là pour visiter aussi et puis se montrer. C'est François Ier qui instaure les deux choses suivantes. C'est à partir de François Ier que l'on va dire « Votre Majesté », à l'époque de François Ier, et également « Car tel est mon bon plaisir ». Ça, c'est François Ier. Donc, le roi veut l'esprit chevaleresque à la cour. Alors là, il veut que l'on soit poli, courtois, avec les dames. Il insiste beaucoup. Voilà. Donc, les bals se succèdent, on disait tout à l'heure, hein, tous les 2 jours. On porte à la cour des bijoux extravagants, je vous ai un peu bling-bling, pas des diamants, on aime les rubis, on aime les grenats, les pierres rouges et les perles. Essentiellement tout ce qui est de grosse taille. De grosse taille. Si vous voulez voir des bijoux d'époque Renaissance, c'est au château d'Écouen. Dans le Val-d'Oise, vous allez au château d'Écouen et là vous avez aussi de la vaisselle de l'époque de la Renaissance. Bon. François, à la cour, il est heureux, c'est un séducteur. Il aime pavoiser, il a beaucoup de panache, il est beau, il avec ses 1,98 m, il a beaucoup de maîtresses. On raconte qu'il était capable d'avoir 27 maîtresses à la fois. Bon. En tout cas, deux vont compter dans sa vie. Une brune, d'abord, c'est Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriand. Il la rencontre le jour du baptême de son fils, le premier dauphin, c'est le coup de foudre. Alors à partir de là, bon, ils vont vivre un amour qui va durer 10 ans. Ils échangent des poèmes. Françoise en profite pour combler ses frères et toute sa famille de titres militaires, et ses frères seront vraiment de piètres militaires. Louise de Savoie ne l'aime pas du tout. Là encore, il y a des questions d'intérêt, des questions d'héritage, donc elle n'aime pas du tout Françoise, et elle va mettre dans les bras de son fils l'une de ses demoiselles d'honneur. Cette fois c'est une blonde, c'est Anne de Pisseleu-d'Ailly. Anne de Pisseleu-d'Ailly, c'est une intrigante. Elle est très jolie, très cultivée, elle est infidèle, elle est mondaine. On dirait aujourd'hui, c'est une allumeuse. Mais elle sait ce qu'elle veut. Et très vite, elle veut un titre. Elle veut un titre de noblesse, parce que Anne de Pisseleu ne me semble pas très élégant. Donc, elle devient duchesse d'Étampes. Duchesse. Et voilà la lutte ouverte entre les deux femmes. La lutte va durer 2 ans. Bon. Mais qui va l'emporter? Eh bien, vous pouvez le deviner. L'une a 31 ans, l'autre en a 18. Donc, c'est la plus jeune qui gagne. Donc, normal. Là, ah bon, normal. Donc, Françoise est renvoyée chez son mari en Bretagne. Voilà. Et ils continueront à échanger des poèmes avec François. L'autre, la blonde, va rester, et pendant 21 ans, elle va rester la maîtresse du roi. Mais elle n'obtiendra jamais de pouvoir politique. Ça n'est pas la Pompadour plus tard, hein, pas du tout, absolument pas. Bon, elle protège les artistes, hein, je vous ai dit tout à l'heure, comme Margot, comme Ronsard, etc., même Calvin. Et puis, elle s'entend relativement bien avec la sœur de François Ier, mais elle va être évincée de la cour à la mort de François Ier. Et qui va l'évincer? Eh bien, c'est Diane de Poitiers, hein, la favorite du nouveau roi, Henri II. Pour la petite histoire, Anne, qui était si belle, si jolie, va mourir chez elle. Elle repart aussi en Bretagne.
convertie au protestantisme, elle meurt à l'âge de 70 ans, obèse. Voilà. Alors, la fin du règne de François, eh bien, c'est la mort du grand roi François. Après 1545, sa santé se dégrade, il ne peut plus guère voyager qu'en litière, il ne peut plus monter à cheval. Et en février 47, là, son état s'aggrave, et il souffre d'abcès périnaux, chroniques, probablement de la syphilis, il a une fistule anale, peut-être un cancer des testicules. François dira lui-même, tout ça pour un seul homme, oui, il dira « Je meurs pour les femmes ». Il reconnaît que... Il s'éteint le 31 mars, juste 2 mois, on va dire 2 mois, après la mort de l'un de ses meilleurs ennemis, après Henri VIII, qui est mort en janvier de la même année, 1545. Seuls 2 enfants lui survivent. Henri, le dauphin, le futur Henri II. Le premier dauphin était malheureusement mort, François, le premier dauphin, était mort à l'âge de 18 ans. Alors, il avait participé à une chasse, il a bu un verre d'eau glacée, il est tombé quasiment raide mort. On a dit qu'il a peut-être été empoisonné. On ne sait pas trop, il n'y a pas de preuve. Son autre fils, qui est mort à l'âge de 23 ans en 1545, c'était son fils préféré, Charles, meurt d'un coup de froid. Il a attrapé un coup de froid à la poitrine. Et donc il reste Henri et simplement une fille, Marguerite. À la mort du roi, Henri II fait faire une figure de cire, un mannequin en osier qu'on habille et à qui on apporte tous les jours à manger. On apporte ses repas au roi, jusqu'à ce qu'aient lieu les funérailles le 22 mai à la basilique, en la basilique Saint-Denis. Alors, quel bilan pour François? Eh bien, François avait globalement tenu ses promesses. Il avait conservé l'essentiel du domaine royal, même s'il n'avait pas atteint son but en Italie. Ça, c'est malheureusement un rêve qui n'a pas abouti. Même s'il s'était opposé, heurté à un adversaire de taille comme Charles Quint, s'il avait dû jouer avec Henri VIII, dans les 2 camps, sur le plan intérieur, eh bien, il a su maintenir son autorité malgré des conflits avec le Parlement, malgré la rébellion parfois du peuple, malgré aussi la noblesse de Rome, qui en veut toujours plus. Il doit aussi remettre ces gens-là, après tout, à leur place. Bon. La question qui reste cruciale est évidemment celle de la religion. Nous sommes en 1547 et c'est à partir de là que vont commencer les guerres de religion. Reste le bilan culturel. Et là, on peut dire que les chantiers royaux, l'enrichissement des collections royales, les poètes, les peintres, les imprimeurs complètent finalement le tableau d'un roi cultivé par goût, mais aussi par intelligence politique. Et on peut dire qu'avec François, la France est passée du Moyen-Âge à l'époque moderne. Pour terminer, je laisserai la parole à François. Je laisserai la parole à François lui-même, qui, s'il était là, serait ravi de voir l'auditoire féminin. Et il vous redirait, mesdames, ce qu'il aimait à dire en galant homme. Il dirait « Une cour sans dame est un jardin sans printemps, et un printemps sans rose. » Alors voici une rose qui s'appelle Rose François Ier. Elle a été l'obtenteur, s'appelle Trouillard, et il l'a créée en 1869. Je ne l'ai pas dans mon jardin. Et pour tout le monde, laissons encore la parole à François. Et ça, c'est plein de progrès, c'est plein d'espoir. François aimait à dire et à redire, quand on critiquait un petit peu ses châteaux, qu'on critiquait tout ce qu'il avait en tête, il disait « Si on se préoccupait de l'achèvement des choses, on entreprendrait